Niger, descente de la caravane E-Campagne à Maradi. Elle promeut le respect des droits de l'homme. Installation d'un camp de déplacés à Bamako, au Mali. Il fuit les violences intercommunautaires dans la région de Mopti. Puis le président soudanais Omar El-Béchir a pris un décret présidentiel dont le but est de restreindre les manifestations. Chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur Sika TV. Au Sénégal, après le scrutin présidentiel de dimanche, l'heure est au décompte des voix. C'est donc l'attente pour la population habituée à avoir les premières tendances après la fermeture de bureaux de vote. C'est donc désormais la bataille des chiffres entre les différents camps, ce qui attise la colère chez l'opposition. Au sein de l'opposition, disais-je. Voici le reportage signé Tchèque Berté. La tension est à son comble au Sénégal, des jours après la présidentielle. Dimanche soir, juste après le scrutin, le Premier ministre a, dans une prise de parole au siège de la coalition au pouvoir, affirmé que le président sortant Macky Sall avait remporté le scrutin avec au moins 57% des voix. Une déclaration dénoncée immédiatement avec vigueur par l'opposition au cours d'un point de presse. Ce mensonge programmé et totalement irresponsable avait pour objectif de remettre en cause la paix dans notre pays et ainsi créer un contexte propice à un coup de force électoral. Selon l'opposition, un deuxième tour est inévitable. Pour apaiser la tension, la commission de recensement des votes chargée de la compilation des voix a tapé du poing sur la table lundi soir. Son président, le juge Demba Kandji, rappelle que l'organe est le seul habilité à donner les résultats provisoires et que lundi soir encore, la commission ne disposait que de 7 procès-verbaux sur les 45 qu'elle attend. Que la commission nationale a seul le pouvoir de redresser et d'annuler. Les chiffres qui nous parviennent peuvent être redressés s'il y a des erreurs, peuvent faire l'objet d'annulation s'il y a un motif qui le justifie. Les résultats provisoires sont attendus au plus tard le vendredi soir à minuit. Sur le terrain, les organisations de la société civile appellent les différents candidats au calme. La Commission électorale nationale du Nigeria a commencé ce lundi à proclamer les premiers résultats de l'élection présidentielle. La course s'annonce particulièrement serrée entre les deux principaux candidats. Voici les précisions. 673 candidats étaient en lice pour la fonction suprême au Nigeria. Tout se joue entre le chef de l'État sortant, Muhammadu Buhari, pour le Congrès des progressistes et l'opposant et ancien vice-président Atiku Abubakar du Parti populaire démocratique. Les résultats complets provenant de quelques 120 000 bureaux de vote à travers le pays sont attendus pour ce mardi. Les premiers résultats ont commencé à tomber lundi. L'INEC détaille le nombre de votants et le nombre de voix recueillies par chaque parti, État par État, dans les 36 États de la Fédération nigériane. Entre autres, la commission électorale a démarré avec l'État d'Ekiti, où le président Buhari est en tête avec 57,52% des voix, devant son rival Abubakar, qui a recueilli 40,41%. Les chiffres de cet État ne sont cependant pas très significatifs, avec moins de 400 000 votants par rapport aux quelques 112 millions de Nigérians qui étaient appelés à voter. Buhari a également remporté l'État voisin d'Osun avec une maigre avance de 10 000 voix sur le PDP. Le principal parti d'opposition a accusé lundi le parti au pouvoir de manipuler les résultats des élections générales de samedi, alors que les résultats officiels n'ont toujours pas été annoncés. Pour être élu dès le premier tour, le vainqueur doit obtenir, outre la majorité des suffrages exprimés, au moins 25% des voix dans les 2 tiers des 36 États, auxquels s'ajoute le territoire de la capitale Abuja. Sinon, un second tour devrait avoir lieu dans une semaine.
En République démocratique du Congo, des milliers de miliciens rendent les armes aux Kasaï. Parmi eux, de très nombreux enfants. C'est l'un des premiers résultats de l'alternance politique en un mois. Reportage. Ils arrivent de la Brousse, direction Kananga, chef-lieu du Kasaï. Une soixantaine de miliciens Kamwinan Sapou viennent rendre les armes aux autorités qu'ils ont combattues. Les affrontements ont fait plus de 3000 morts depuis 2016. L'arrivée au pouvoir d'un président originaire de la région représente un espoir de paix. Nous savons que la guerre est finie. On n'a plus de problème. Nous luttions pour le pouvoir. Le pouvoir de Félix est enfin arrivé. Le pouvoir de Félix Tshisekedi. Depuis l'élection, dans cette région riche en diamants, les cérémonies de reddition se multiplient au centre de la RDC. Pistolets de fabrication artisanale, vieux fusils, flèches, amulettes, couteaux, les miliciens déposent leurs attributs aux pieds du gouverneur de la province. En échange, certains adultes demandent des postes et de l'argent. Parmi les miliciens, de nombreux enfants qui veulent surtout en finir avec les traumatismes de la guerre. Mado, 12 ans, ne veut plus être un jouet entre les mains des adultes. Ils utilisent des petites filles vierges. Des petites filles vierges, ils leur donnent des fétiches pour utiliser avec. Ils disent qu'elles sont invincibles par rapport à leur psychologie. Une fois démobilisés, ces ex-petits miliciens sont orientés vers ce centre qui a accueilli plus de 600 enfants. Des enfants qu'il faudra réinsérer dans la société. Mais quand nous échangeons avec les enfants, il y a un besoin réel, c'est la scolarité. Même en famille, les parents ne sont pas vraiment capables de payer correctement les frais scolaires de leurs enfants. Après l'alternance, au Kasaï comme ailleurs, Félix Tshisekedi doit faire face à d'énormes défis sociaux. Les attentes sont considérables, la paix durable est à ce prix. La caravane campagne sur le respect des droits de l'homme au Niger, lancée par l'Association des blogueurs pour une citoyenne active, était à Maradi, une région située à 600 km à l'est de la capitale, Niamey. Elle y a animé une conférence débat avec les acteurs de la société civile de la région qui ont fait un état des lieux de la situation. Le point avec notre correspondant au Niger. À Maradi, l'une des régions les plus peuplées du Niger, la situation du respect des droits de l'homme a été au centre de la conférence débat organisée par l'Association des blogueurs pour une citoyenneté active. L'association a expliqué aux acteurs de la société civile l'objectif de son engagement à travers cette e-campagne qui consiste à familiariser les populations avec les outils nationaux et internationaux sur les droits de l'homme ratifiés par le Niger. Consciente de la fragilité de la démocratie dans notre pays, l'Association des blogueurs pour une citoyenneté active s'efforce de contribuer à des dynamiques plus convergentes et plus consensuelles, mieux encore à une mobilisation autour des principes et des concepts fondamentaux concernant les droits humains, notamment ceux de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des nombreux instruments juridiques internationaux relativement à la protection des droits humains. Les acteurs de la société civile de la région de Maradi ont brossé un tableau sombre de la situation des droits de l'homme, des violations allant de l'alimentation, l'éducation ou encore les droits de manifestation. Les enfants ne sont pas bien éduqués, ils ne sont pas bien nourris, si je peux le dire, parfois par manque et par pauvreté des parents ou bien, et je sais pas, les parents ont délaissé, l'État aussi n'arrive pas à subvenir aux besoins de sa population. La justice nous a autorisé de manifester et tout le monde a vu que la justice nous a autorisé de manifester ici à Maradi et que, à plus grande surprise, au bon matin, nous sommes au niveau de notre lieu de rassemblement et que nous avons vu, nous avons constaté, nous avons trouvé un arsenal de police, de garde et de gendarmerie qui nous ont bloqué de faire notre mandat. Ça, c'est un cas palpable ici à Maradi. L'Association des blogueurs pour une citoyenneté active interpelle l'État sur ses responsabilités, notamment la garantie effective du respect des droits de l'homme, les plus élémentaires, à savoir l'alimentation, la santé et l'éducation. Fuyant les violences intercommunautaires dans la région de Mopti, environ 500 personnes, toutes des Peuls, se sont installées sur un site à Faladi, en plein cœur de Bamako, la capitale malienne. Un camp installé sur une décharge qui expose les déplacés à des maladies. Le point avec Alima Bentouré.
À cause de l'insécurité qui sévit au centre du pays, de nombreuses populations se sont déplacées en direction de la capitale. Ces déplacés sont arrivés de la région de Mopti, principalement des villes de Koro et Bankas. Ici, en plein cœur de Bamako, au quartier Faladier, nous sommes sur un site qui sert de camp de déplacés pour 400 à 500 Peuls ayant fui ces affrontements. Ils ont fui la mort dans leur village. Bori, mon village, a été attaqué en pleine nuit. Les milices d'Ozo sont venus la nuit. Ils ont brûlé les maisons et tiré sur les gens. J'ai pu m'enfuir avec mon petit-fils et nous sommes très fatigués. Je suis de Kundogo, un village de Bankas. Nous avons été attaqués par des Dozo vers l'aube. Ils se sont aussi attaqués à nos bétails et brûlé nos maisons. Le camp de Faladier est installé sur une décharge. Se partageant des huttes qui leur servent d'habitation, les déplacés exposés à l'odeur nauséabonde des ordures, synonyme de toutes sortes de maladies, sont assistés par quelques ONG et associations de médecins volontaires. Depuis quelques jours, nous suivons un peu ces déplacés. Ils sont relativement difficiles à gérer pour beaucoup de choses parce que souvent il y a certaines personnes qui n'ont jamais été à l'hôpital. Il y a certaines personnes qui se gênent pour expliquer ce qu'ils ont. Et nous avons trouvé des malades, nous avons trouvé des gens qui ont des maladies chroniques, des enfants qui sont malnutris, des enfants qui ont de la fièvre, des personnes âgées qui sont malnutries aussi et surtout les femmes enceintes dont les grossesses ne sont pas suivies. Ce qui est une catastrophe généralement, un danger pour la femme enceinte, un danger pour l'enfant qui doit venir. Et les enfants qui sont malnutris, mal soignés et mal pris en charge. Et nous avons trouvé ces gens-là ici. Et de 8h30 jusqu'à maintenant, je vous avoue que nous avons consulté au minimum 200, voire 250 personnes. Avec 1400 morts selon les organisations humanitaires, on peut désormais dire que les affrontements intercommunautaires dans le centre se déplacent dans la capitale malienne qui accueille depuis décembre 2018 de plus en plus de personnes fuyant ces violences. Puis au Soudan, le président Omar El-Béchir a décrété ce lundi que seules les manifestations approuvées par les autorités pouvaient être organisées. Il a également annoncé une série de mesures visant à mettre fin à la contestation contre son régime. Face à la persistance des manifestations, le président soudanais a durci le ton ce lundi. Omar El-Béchir a décrété que seules les manifestations autorisées par les autorités seront tolérées. Mais les organisateurs de la contestation ont appelé le peuple à descendre de nouveau dans la rue. Dans le cadre des mesures liées à l'état d'urgence, il a aussi précisé avoir autorisé les forces de sécurité à mener des raids dans des bâtiments où sont menées des activités suspectes ainsi que des fouilles corporelles. Omar El-Béchir a également banni la publication ou l'échange, y compris sur les réseaux sociaux, d'informations portant atteinte à l'État ou aux citoyens. Ceux qui violeraient ces dispositions encourent jusqu'à 10 ans de prison, a précisé la présidence, qui a fait des annonces après que des centaines de manifestants sont descendus dans les rues ce lundi, malgré l'état d'urgence décrété ce vendredi. La police a tenté de les disperser en envoyant des gaz lacrymogènes, mais les manifestants ont continué à demander le départ d'Omar El-Béchir. Le principal groupe organisant la contestation, l'Association des professionnels soudanais, s'est immédiatement montré défiant. Le Soudan est depuis le 19 décembre dernier le théâtre de manifestations quasi quotidiennes déclenchées par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain dans un pays en plein marasme économique. La contestation s'est vite transformée en un mouvement réclamant le départ d'Omar El-Béchir. Rejetant les appels à sa démission, ce dernier a toutefois opéré des changements dans les hautes sphères du pouvoir en limogeant le gouvernement. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.